Dans cet épisode, nous allons introduire deux concepts très importants avec Docker. Le premier concept, c'est celui d'image. Le deuxième concept, c'est celui de container. Nous allons voir comment utiliser l'interface ligne de commande pour interagir avec le moteur Docker, pour interagir avec des images et des containers, avec des commandes comme Docker build et Docker run. Finalement, nous allons regarder le processus de développement et d'exécution d'un container Docker et regarder ce qui se passe au niveau réseau. Pour décrire la relation entre une image et un container Docker, c'est intéressant de faire une analogie avec la programmation orientée objet. Quand vous faites de la programmation orientée objet, vous avez l'habitude de définir une classe et ensuite d'instancier cette classe une ou plusieurs fois. Depuis une classe, vous allez créer plusieurs objets. Avec Docker, c'est un petit peu la même façon. L'équivalent d'une classe, ça va être une image. L'équivalent d'un objet, d'une instance, ça va être un container. Une autre façon de décrire les images et les containers, c'est de dire que une image, c'est un snapshot. C'est quelque chose de statique. En réalité, une image, c'est un système de fichiers Linux, dans un état particulier. Un container, c'est quelque chose qui est en exécution. Donc, si quand j'ai une image, j'ai uniquement un système de fichiers, quand j'ai un container, j'ai un ensemble de processus qui sont exécutés par le système d'exploitation sous-jacent. Ce que je vais faire périodiquement, je vais prendre une image et je vais démarrer un container. Et donc, à ce moment-là, je vais repartir du système d'exploitation et je vais démarrer un ou plusieurs processus qui vont pouvoir exploiter les données qui sont dans le système de fichiers. Une propriété qui est très intéressante, c'est que puisque mon image c'est un snapshot, chaque fois que je vais démarrer un container depuis la même image, je vais me retrouver dans le même état initial connu. Cette propriété, elle est vraiment précieuse, surtout quand on gère des infrastructures où on veut avoir la possibilité de démarrer, redémarrer, recréer des containers, mais avoir une confiance sur l'état dans lequel va se trouver le système. Travailler avec des images Docker, on peut le faire de différentes manières. Une première approche, c'est de dire qu'on va construire ces images soi-même, et on va voir plus tard qu'on a une espèce de recette de cuisine, c'est ce qu'on définit dans des Dockerfiles. On va pouvoir donner un ensemble d'instructions en disant « je vais utiliser ce système d'exploitation Linux, par-dessus je vais rajouter un certain nombre de packages, comme une machine virtuelle Java, et finalement je vais rajouter mon applicatif, mon exécutable. » Dans ce cas-là, j'ai beaucoup de flexibilité, je fais tout moi-même, mais j'ai beaucoup de travail. Une autre approche, c'est de profiter du travail qui a été fait par d'autres personnes, que ce soit mes collègues ou que ce soit des personnes dans la communauté. C'est d'ailleurs une des raisons qui explique le grand succès de Docker, c'est que depuis le départ, on a eu un moyen très très simple de partager des images. Ce moyen de partager des images, c'est ce qu'on appelle le Docker Registry. Un Docker Registry, c'est tout simplement un serveur qui gère toute une collection d'images, qui va me donner la possibilité soit de publier des images pour les partager, soit de télécharger des images pour les réutiliser. On peut avoir des registries Docker privés au sein d'une entreprise. On peut aussi utiliser des registries publics. Et quand on installe Docker, les outils sont préconfigurés pour parler aux registries officielles publiques qui s'appellent Docker Hub, sur lesquelles on trouve des centaines d'images différentes. Vous avez besoin d'une base de données, vous allez trouver une image MySQL, une image Postgres, une image MongoDB. Vous avez envie d'utiliser un CMS, vous allez trouver une image avec un environnement PHP et le CMS WordPress préconfiguré. Vous avez envie d'un environnement Java, vous allez trouver une image avec la JVM et éventuellement d'autres packages préinstallés. Utiliser Docker, ça va vous permettre de récupérer ces différentes images, de les adapter et de les combiner pour construire un système. La dernière approche, c'est de combiner les deux premières et de dire « je suis en train de développer un applicatif Java, je vais faire mon image Docker, mais je ne vais pas partir de zéro. Je vais partir d'une image existante
partagé par la communauté, qui me fournit un système d'exploitation, mais aussi une machine virtuelle Java. Et par-dessus, je vais faire un petit peu de travail supplémentaire et je vais rajouter mon exécutable et mes fichiers de configuration. Donc, comme en programmation orientée objet, on a cette notion d'extensibilité où on part d'une image de base et où on peut étendre son comportement. Regardons maintenant ce qui se passe quand on développe une application et qu'on veut la packager avec Docker et la mettre à disposition de l'utilisateur. Dans ce schéma, on voit qu'il y a plusieurs étapes. Première étape, c'est ce qui se passe chez le développeur, sur sa machine, où le développeur va écrire du code. Ici, on est dans un environnement Java. Le développeur va donc écrire des fichiers .java dans son IDE et il va, dans le cas précis, implémenter un serveur TCP en Java. On va avoir une première étape où on va transformer ce code source en exécutable. C'est là où on va utiliser des outils comme Gradle ou Maven. Ici, on utilise Maven puisque vous voyez le fichier pom.xml. Et on va donc périodiquement créer un exécutable. Ici, on va générer un fichier jar. Ce fichier jar, on pourrait l'exécuter sur sa machine. On pourrait aussi le fournir aux utilisateurs. Et à ce moment-là, ce serait aux utilisateurs de se débrouiller pour avoir un environnement d'exécution Java à disposition, avec la bonne version. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter de Docker. Donc on a cette étape supplémentaire où on va d'abord construire une image. Vous voyez qu'il y a cette commande docker build. Docker build, c'est ce que je vais utiliser depuis mon interface ligne de commande pour demander au moteur Docker de lire ma recette de cuisine, de lire mon Dockerfile pour construire mon image. On verra plus tard quels sont les paramètres qui sont passés à Docker build, mais c'est là où on va typiquement donner le nom de l'image que je suis en train de créer. Après cette étape, je vais avoir créé une image, je vais l'avoir à disposition. Ce n'est pas un fichier que vous allez voir directement, c'est quelque chose qui est sous le contrôle du moteur Docker, dans son espace de fichiers, mais que vous pouvez commencer à utiliser. Finalement, la dernière étape, puisque j'ai mon image à disposition, je vais maintenant pouvoir créer des containers. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai exécuté 3 fois la commande docker run, ce qui a demandé 3 fois au moteur Docker d'instancier mon image, de la mettre en exécution et donc de créer un container. Vous voyez ici que chaque container a un nom qui a été généré aléatoirement par le moteur Docker et il a aussi une adresse IP. Chaque container, même s'il partage des ressources avec le système d'exploitation sous-jacent, est isolé des autres, il a son stack réseau, il a son système de fichiers. Les différents containers peuvent communiquer les uns avec les autres. Cette communication, on la voit mieux sur ce schéma ici. On est dans un cas particulier où l'utilisateur a un ordinateur sur lequel il a installé Linux, c'est son système d'exploitation principal, et il a installé Docker sur son OS. Ce qu'on voit, c'est que chaque container qui a été démarré a son adresse IP, chaque container est connecté sur un réseau privé en Fuchsia qui est géré par Docker. Puisque les containers sont connectés sur le même réseau, ils peuvent communiquer les uns avec les autres en utilisant les protocoles TCP et UDP. Donc on pourrait très bien avoir un serveur TCP qui tourne sur le premier container et un client TCP qui tourne sur le deuxième. Ils vont pouvoir communiquer au travers de ce réseau. Si on regarde attentivement le schéma, on voit que la couche bleue, elle a aussi une patte sur le réseau Docker. C'est ce qui explique que si je suis sur Windows, je vais pouvoir ouvrir un terminal et je vais pouvoir pinguer, je vais pouvoir communiquer directement avec les containers. Regardons maintenant ce qui se passe dans une situation un petit peu différente, où mon OS principal n'est pas Linux, mais macOS. Dans ce cas-là, pour pouvoir faire fonctionner Docker, j'ai besoin d'un système Linux quelque part. Et en réalité, quand j'utilise Docker for Mac, il y a une petite machine virtuelle qui est gérée pour moi, qui est un petit peu cachée. Je ne vais pas la voir directement, mais c'est une machine virtuelle sur laquelle on a installé Linux. Cette brique bleue, c'est cette fameuse machine virtuelle. C'est l'équivalent du système Linux sur le diagramme d'avant. Et donc, si j'étais connecté sur cette machine-là, je pourrais pigner et communiquer avec les containers. Mais en réalité, si je suis sur macOS et que j'ouvre un terminal macOS, je vais me retrouver dans cette brique kaki. Et dans cette brique kaki, vous voyez que je n'ai pas une connexion directe sur le réseau Docker.
Donc si j'essaye de pigner ou de me connecter sur les containers en utilisant Netcat, ça ne va pas fonctionner. On verra plus tard que c'est possible d'activer cette communication, de créer un pont de communication entre la couche Fuchsia et la couche Kaki, mais ça va nécessiter une opération supplémentaire, ça va nécessiter une opération de port mapping. On va voir que c'est relativement facile à faire en passant les bons arguments quand on invoque la commande Docker Run. Après cette introduction, nous allons maintenant passer à une démonstration et regarder comment on peut concrètement construire une image Docker, l'exécuter et comment on peut manipuler ces containers quand ils sont exécutés. On va donc passer sur une partie interactive. Pour cette partie interactive, je vais utiliser deux ressources. La première ressource, c'est un repo sur GitHub où j'ai du code Java et des fichiers de configuration Docker. La deuxième ressource, c'est une image que j'ai partagée sur Docker Hub et que vous pouvez utiliser pour faire les premières manipulations. Regardons ce qu'on a dans le repo sur GitHub. On voit qu'on a deux dossiers. Un dossier qui contient les fichiers Docker, un deuxième fichier qui contient le code Java. Donc c'est un code Java très simple, où j'ai une seule classe qui utilise les classes du package java.net pour implémenter un serveur TCP. Ce serveur TCP se met à l'écoute sur un port de communication. Une fois qu'un client est arrivé, il va faire cette boucle pendant un certain nombre d'itérations. À chaque itération, il va envoyer un message au client avec l'heure courante, faire une pause d'une seconde et recommencer. Finalement, quand il a terminé, il va couper la communication avec le client et arrêter de fonctionner, il va terminer son exécution. Le comportement est vraiment très simple. Le but était d'avoir à disposition du code pour pouvoir faire des tests avec Docker. On voit qu'on est dans un projet Maven avec un fichier pom.xml et on va donc pouvoir utiliser Maven pour construire notre projet. Si je reviens à la racine et que je vais voir le contenu du dossier Docker, on voit qu'on a trois fichiers principaux. Le premier, c'est le Dockerfile, c'est la recette de cuisine qui est utilisée pour construire notre image. On voit qu'on utilise comme base une image Docker qui est un système d'exploitation, mais également un environnement Java en version 8. On voit qu'en plus, on peut installer l'utilitaire Netcat, ce qui va nous permettre de faire des tests de communication de container à container. Avec cette instruction, je vais copier un fichier jar qui se trouve sur mon file system local vers le file system de l'image, et ça veut dire que quand le container sera en exécution, il aura ce fichier jar à disposition à cet endroit. L'instruction expose est utilisée pour indiquer qu'on a démarré un processus qui écoute sur le port TCP 22.05, et finalement, la dernière instruction, cmd, spécifie la commande qui est exécutée au démarrage de chaque container. Chaque fois que je vais démarrer un container sur la base de cette image, je vais exécuter java.jar opt-app-server.jar. Chaque container va donc démarrer le serveur TCP que j'ai implémenté en Java. Le script build-image fait trois choses. D'abord, il lance le build du projet avec la commande Maven, mvn clean install. Ça va produire un fichier jar dans le dossier target de Maven. Et ce fichier jar, je vais le copier dans le répertoire courant pour qu'il soit à disposition pendant le processus de build. Finalement, j'utilise la commande docker build pour pouvoir lire le fichier Dockerfile, exécuter toutes les instructions et générer mon image. Avec le paramètre --tag, je donne un nom à mon image. Le point ici est important, c'est ce qu'on appelle le contexte Docker. C'est le sous-arbre du système de fichiers qui contient le fichier que je peux utiliser pendant le processus de build. Et donc, c'est pour ça que j'ai copié ici le jar dans le répertoire courant, c'est pour qu'il soit à l'intérieur de mon contexte Docker. Dernier script, le run container, qui est utilisé pour exécuter un container depuis mon image. Donc vous voyez ici, je spécifie le nom que j'ai donné à mon image. Chaque fois que je vais exécuter ce script, je vais démarrer un container. On va maintenant pouvoir passer dans notre terminal et faire quelques essais avec Docker. Je vais d'abord utiliser la commande docker ps pour afficher les containers qui sont en exécution. Je n'en ai aucun.
Si j'utilise la commande docker ps-a, je vois que j'ai absolument aucun container, donc même des containers qui auraient été exécutés, qui auraient été arrêtés, je n'en ai aucun. Je vais lancer le script build image. Chez moi, ça va aller très vite puisque j'ai déjà fait le travail, donc j'ai déjà les images de base sur ma machine. Quand vous allez faire ça chez vous, la première fois, le moteur Docker va télécharger les images depuis Docker Hub, donc celle avec le système d'exploitation et celle avec l'environnement Java. Maintenant que j'ai fait ça, je peux exécuter le script run container et ces informations qui sont affichées sont des informations qui sont imprimées, qui sont envoyées vers la console dans le programme Java qui tourne dans le container. Si on regarde attentivement, on voit que le serveur TCP est exécuté sur un système dont l'adresse IP est 172.17.0.2. C'est l'adresse IP du container que je viens de créer. Si j'exécute ici la même commande, je vais démarrer un deuxième container et on voit que dans ce cas de figure, je suis sur la 172.17.0.3. Si je viens sur cet autre onglet et que je fais un docker ps, on voit maintenant que j'ai bien deux containers. Les noms ont été attribués de manière aléatoire, mais ce sont des instances de cette image. La commande qui a été exécutée au démarrage du container est la même, et j'ai des statistiques sur la durée de vie des containers. Je vais revenir sur mon container ici, je vais l'interrompre, et la dernière chose que je vais tester, c'est de voir si je peux parler à mon container. Donc on se souvient que depuis macOS, je n'ai pas la possibilité de parler directement à mon container, puisque je n'ai pas encore fait de porte mapping. Ce que je vais faire, c'est démarrer un container, mais cette fois-ci, je vais utiliser le flag -it pour dire que je veux démarrer en mode interactif. J'utilise le même nom d'image, et je vais dire ici, en donnant ce paramètre, qu'au lieu d'exécuter la commande qui est dans le Dockerfile, donc au lieu de faire un java-jar serveur.jar, je vais lancer un shell. Et si vous regardez attentivement l'invite de commande, vous voyez qu'elle a changé, je suis maintenant dans le container. Si je reviens ici et que je fais un docker ps, on voit que j'ai deux containers. Un de ces containers a été démarré il y a 12 secondes, et la commande qui a été utilisée, qui a été exécutée au démarrage, c'est bien binbash. Puisque je suis dans un container qui est connecté sur le même réseau que ce container ici, je devrais pouvoir utiliser la commande netcat, spécifier cette adresse IP, le port de communication qui est défini dans mon protocole, et on voit que le client a bien réussi à se connecter au serveur et que les deux processus qui tournent dans des containers différents sont bien capables de communiquer. Je vais donc m'arrêter ici pour cette première démonstration interactive. On aura l'occasion de faire d'autres démonstrations et de regarder d'autres commandes Docker dans de prochaines vidéos.